Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux commotions cérébrales. Je suis Mathieu Audièvre, référent technique régional de la Ligue Normandie de football américain Flag et Cheerleading. Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes informations vous permettant de répondre aux diverses questions comme qu'est-ce qu'une commotion cérébrale, quand la suspecter, comment la détecter et comment la gérer au long terme. Cette vidéo s'adresse tout d'abord aux athlètes. Vous êtes les premiers concernés. Une bonne connaissance du phénomène vous permettra de suspecter quand vous ou l'un de vos coéquipiers a subi une commotion et d'avoir ensuite les bons réflexes. Les entraîneurs, vous serez souvent la personne qui suspectera la commotion, car très souvent le joueur ne se rendra pas compte de son état. L'enseignement des bonnes techniques à vos joueurs et une bonne organisation de vos pratiques sont des facteurs importants de prévention. Les arbitres, vous êtes les garants du bon respect des règles du jeu et de leur application, qui sont là pour protéger les joueurs de leurs adversaires, mais aussi d'eux-mêmes. Vous êtes au cœur du jeu, donc vous pouvez être aussi amené à déceler un comportement suspect. Parents et entourage, la santé de vos proches est une préoccupation importante, et vous serez les accompagnants privilégiés de l'athlète lors de sa phase de récupération. Les dirigeants responsables sportifs. Dans une société qui est malheureusement de plus en plus procédurière, vous devez vous assurer que les athlètes sous votre responsabilité ont été pris correctement en charge dans le cadre de votre association. Les professionnels de santé. Vous serez les interlocuteurs privilégiés pour réaliser un diagnostic, orienter et soigner l'athlète. Et finalement, vous l'autoriserez à reprendre son activité. L'encadrement médical. Vous devrez réaliser une évaluation qui permettra de décider s'il faut évacuer ou non l'athlète sur un service d'urgence. Qu'est-ce qu'une commotion cérébrale? C'est une blessure qui affecte le fonctionnement du cerveau. Elle est induite par la transmission de façon directe ou indirecte d'une force traumatique, ce qui entraîne une apparition rapide et une résolution spontanée de perturbations des fonctions neurologiques. Elle inclut ou non une perte de connaissance. Contrairement à d'autres blessures, l'athlète peut ne pas se rendre compte qu'il est blessé. Grâce à cette animation, nous allons pouvoir nous rendre compte de ce qui se passe lors du traumatisme. Sur cette coupe, nous avons en brun la boîte crânienne, qui est une structure rigide, en noir le liquide céphalorachidien, en blanc le cerveau, qui est une structure molle. Lors du choc, le cerveau va venir se déplacer rapidement contre la boîte crânienne, provoquant un écrasement de la substance grise dans la partie qui apparaît en rouge sur l'animation. Il va ensuite y avoir un rebond, pendant lequel des phénomènes de cisaillement et d'étirement auront lieu dans la substance blanche, puis à nouveau un phénomène d'écrasement de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle le coup et le contre-coup. Sur cette coupe du neurone, nous pouvons voir ici le noyau, qui est le centre intégrateur du message nerveux. C'est la substance grise. Le noyau va se trouver comprimé lors du choc. Nous avons ensuite l'axone qui transmettra le message nerveux vers les autres neurones. C'est la substance blanche. Lors du phénomène de rebond, il va subir des cisaillements et un étirement qui vont entraîner des cassures dans sa microstructure, libérant des substances toxiques. Secondairement à ce choc, un processus inflammatoire et immunitaire va se mettre en place. Le flux sanguin va se réduire dans la zone qui a été comprimée. Il y aura une altération de la transmission nerveuse. Nous observerons aussi un déséquilibre ionique et une crise énergétique dans le cerveau, le rendant plus sensible à un deuxième impact. Nous allons maintenant voir quelle conduite initiale tenir lorsque nous avons affaire à un choc. Dans un premier temps, il faudra présumer de la présence d'une commotion cérébrale, retirer la personne de l'activité à risque, la bilanter, maintenir la personne en dehors de l'activité le jour même, même en cas de doute, et surveiller l'apparition de manifestations sévères ou progressives. Quand présumer d'une commotion cérébrale? Tout d'abord, il peut y avoir une perte de connaissance ou de réactivité du joueur. Il reste couché immobile au sol et met du temps à se relever. On peut avoir une instabilité lorsqu'il se relève, avec des problèmes d'équilibre, un manque de coordination,
voire il peut retomber au sol, ou il peut se prendre la tête à deux mains. Il peut avoir un regard vide et hébété, ou il peut être confus et ne plus savoir le où, le quand et le pourquoi. Nous pouvons retrouver de temps en temps plusieurs de ces différentes situations ensemble. Voici 3 cas dans lesquels il faut suspecter une commotion cérébrale. Voici un choc de la tête contre un adversaire, avec non-respect flagrant des règles comme origine. Voici un bon exemple de l'air hébété. Voici un choc de la tête avec l'environnement extérieur. Une disposition inadéquate du terrain par rapport à l'environnement en est l'origine. Voici un choc de la tête contre le sol. Une technique défaillante est à l'origine. Lorsque nous sommes dans ces différentes situations, il faut immédiatement sortir le joueur du terrain et prendre le temps de le bilanter. En cas de doute sur le comportement et l'attitude d'un joueur, il faut le faire sortir. Voici les différents signes cliniques que l'on peut observer lors d'une commotion cérébrale. L'athlète peut avoir un ou plusieurs de ces symptômes. Le symptôme le plus souvent observé est le mal de tête ou avoir une sensation de pression dans la tête. Il peut avoir un étourdissement ou une perte d'équilibre, des problèmes de concentration, de la confusion ou de la désorientation, une intolérance au bruit et à la lumière, des nausées, des problèmes de mémoire et une perte de conscience. Vous voyez que la perte de conscience est rarement observée lors d'une commotion cérébrale. Lorsque vous aurez sorti le joueur du terrain, il faudra prendre le temps de le bilanter. Il faudra commencer par rechercher les signes cliniques. A-t-il mal à la tête? A-t-il des sensations de nausée, par exemple? Il faudra tester son équilibre, le mettre sur un pied, les yeux fermés. Est-il confus? Sait-il répondre à des questions simples? Par exemple, dans quel stade on est? Contre qui on joue? Quel est le score? Une chose importante, l'évaluation que vous faites n'a pas pour but de poser un diagnostic. Seul un médecin peut le faire. Par contre, il permet d'orienter votre joueur, le cas échéant, vers un professionnel de santé formé. Si malgré les questions posées à votre joueur ou les tests que vous avez effectués, un doute persiste, vous devez garder le joueur hors du terrain pour la journée. Voici un formulaire de déclaration que je vous invite à remplir lors d'une suspicion d'une commotion cérébrale. Dans le premier cadre, vous renseignerez le nom du joueur, sa date de naissance, sa catégorie, son club et sa discipline. Dans le deuxième, le lieu et l'heure de survenue de la commotion. Les circonstances de survenue, est-ce un entraînement, un match, un rassemblement? Est-ce arrivé par un choc tête contre sol ou sur un choc indirect? Ensuite, vous renseignerez les signes cliniques que vous avez pu observer. Y a-t-il eu un transfert à l'hôpital? Ce document devra être co-signé par un responsable du club qui était sur place, avec sa fonction, et par la personne qui va raccompagner le blessé, qui attestera que vous lui avez bien remis la fiche d'information initiale et de consignes de surveillance suivant une suspicion de commotion cérébrale que je vais vous présenter juste après. Ce document d'information rassemble l'ensemble des données nécessaires à la prise en charge précoce suite à une commotion cérébrale. Que faire pendant les 24 premières heures? Dans quel cas aller aux urgences? Un guide pour la reprise des activités physiques et intellectuelles. Nous allons voir maintenant en détail les principales recommandations à suivre après une commotion cérébrale. Tout d'abord, la consultation aux urgences ne doit pas être systématique. Elle doit se faire uniquement lorsque l'athlète se plaint de douleurs au cou, a une confusion ou une irritabilité croissante, il a des vomissements répétés, il convulse, il a des faiblesses, des picotements ou des sensations de brûlure dans ses membres, il en observe une détérioration de son état de conscience, son mal de tête est intense ou en augmentation, sa vision est double, ses pupilles asymétriques ou un strabisme apparaît, son comportement est changé ou inhabituel. Bref, toute évolution défavorable des symptômes doit vous amener à consulter aux urgences. Lorsque la gestion de la commotion cérébrale est bien menée,
on observe une évolution favorable dans 80 à 90% des cas dans les 7 à 10 jours. Suite à une commotion cérébrale, l'athlète ne doit pas rester seul pendant 24 heures afin d'évaluer s'il y a une augmentation de ses symptômes qui pourrait amener à une consultation aux urgences. Il ne doit pas prendre de médicaments antidouleurs afin de ne pas masquer une éventuelle augmentation de ses douleurs de tête. Il ne doit pas boire d'alcool. Son cerveau est en train de se réparer, il ne faut pas l'intoxiquer encore plus. Et il ne doit pas conduire, car ses réflexes peuvent être diminués et donc rendre sa conduite dangereuse pour lui comme pour les autres. Lors de la phase précoce, l'athlète doit rester au repos cognitif et physique pendant les 48 à 72 premières heures, jusqu'à disparition des symptômes. Il doit limiter les efforts physiques, le bruit, la lumière à l'intense et les écrans. Lors des différentes phases de reprise d'activité que nous verrons après, c'est le seuil des symptômes qui va guider la progression dans les différentes étapes. Il correspond à un niveau d'intensité ou de durée au-delà duquel il y a réapparition des symptômes pour un effort physique ou mental. Si l'activité ne déclenche pas de symptômes, on pourra passer à l'étape suivante le lendemain, et ainsi de suite. Par contre, si l'activité déclenche les symptômes, on restera à ce niveau le lendemain. Pour la reprise des activités physiques, suite à une phase de repos initiale de 48 à 72 heures, une activité aérobie légère et progressive sera proposée, type footing léger ou vélo d'appartement. S'il n'y a pas d'apparition de symptômes, le lendemain, une activité technique simple et spécifique au sport pourra être proposée. Puis après, on passera à une activité plus complexe et plus intense, mais toujours sans contact. On passera ensuite à un entraînement sans restriction avec contact, puis un retour au jeu. Pour passer au niveau 5, la phase de reprise de contact, un minimum de 10 jours est nécessaire pour un adulte. Pour un joueur de moins de 19 ans, c'est 3 semaines. Une évaluation médicale est très fortement recommandée avant la reprise du contact. Voici une présentation de ce qui serait souhaitable de mettre en place pour la reprise des activités d'apprentissage. Mais en l'état actuel des mentalités, il sera quelque peu difficile de mettre ceci en place. On commencera d'abord par une activité quotidienne légère à domicile avec temps d'écran ou de lecture inférieur à 15 minutes. S'il n'y a pas l'apparition de symptômes, on pourra passer le lendemain à des activités scolaires à la maison. Puis, une reprise à temps partiel de l'école est conseillée, avant de reprendre complètement s'il n'y a toujours pas d'apparition des symptômes. Enfin, pour les adultes, la reprise du travail se fera suivant les exigences physiques et cognitives du poste. Dans certains cas, une prise en charge médicale pluridisciplinaire peut être nécessaire, notamment lorsque les personnes ont des symptômes qui persistent après 7 à 10 jours sans amélioration évidente, lorsqu'on a eu apparition d'un des signaux d'alerte, ou en cas de facteurs aggravants. Parmi ces facteurs aggravants, nous avons des facteurs préexistants, comme les migraines fréquentes, des troubles déficitaires de l'attention, des troubles de l'apprentissage, de la dépression ou d'autres problèmes psychologiques. Nous avons aussi des facteurs liés à des antécédents de commotion cérébrale multiple ou rapprochée dans le temps, avec un seuil de déclenchement de plus en plus faible ou une récupération de plus en plus lente. Cette prise en charge pluridisciplinaire sera coordonnée par un médecin. Dans un premier temps, il fera une évaluation initiale, il effectuera ou demandera des investigations complémentaires, dirigera le plan de traitement, orientera vers des professionnels de santé compétents et prend la décision du retour au final aux activités avec contact ou à risque. Différents troubles peuvent persister après une commotion cérébrale. On peut avoir des troubles vestibulaires, des troubles oculomoteurs, des troubles cognitifs, des migraines post-traumatiques, des problèmes cervicaux ou des troubles de l'humeur. Les problèmes cervicaux pourront provoquer des maux de tête, des sensations de pression et des douleurs dans le cou. Des problèmes vestibulaires pourront entraîner des nausées, des vomissements, des étourdissements, une vision trouble et des problèmes d'équilibre. Les troubles cognitifs pourront entraîner des problèmes de concentration, de mémoire, ne pas se sentir normal
ou être ralenti. Pour les troubles de l'humeur, nous pourrons avoir des manifestations anxio-dépressives ou des troubles du sommeil. Pour les problèmes d'oculomotricité, on pourra avoir une vision double, un strabisme ou une fatigue oculaire. Enfin, pour terminer, nous allons voir ce qui peut être mis en place en prévention afin de limiter le nombre de ces commotions. Un apprentissage des techniques correctes de plaquage type hook tackling et de bloc en football américain, ce qui passe par la formation des coachs. Même chose en cheerleading pour l'apprentissage des techniques correctes de parage. Le respect et l'application des règles. La modification des règles qui vont vers la protection de l'intégrité physique des joueurs. Le fair play. Plusieurs études ont démontré que retarder l'apparition du contact dans les petites catégories avait un impact positif immédiatement et ne les exposait pas plus aux commotions cérébrales dans les catégories supérieures par la suite. Réduire la durée des phases de contact à l'entraînement, car 57% des commotions cérébrales interviennent pendant les entraînements. On devra utiliser des installations adéquates avec un praticable ou une surface amortissante pour le cheer, des protections de poteaux, une distance suffisante des obstacles inamovibles des bords du terrain. On devra utiliser des équipements de protection adaptés à sa catégorie, à la bonne taille, correctement attachés et en bon état. Attention enfin au phénomène de compensation du risque. Certains joueurs peuvent se sentir trop bien protégés avec les dernières générations de casques. Aucune technologie de casque, même les plus récentes, ne protège des commotions cérébrales. Pour clôturer cette vidéo, je voudrais remercier le Dr Pierre Frémont de l'Université Laval au Canada pour le MOOC qu'il a mis en place sur la commotion cérébrale. La très grande majorité des informations présentées dans cette vidéo sont issues de cette formation en ligne. Si vous voulez plus d'informations encore sur le sujet, je vous invite à suivre cette formation sur le site ulaval.ca qui se déroule en octobre-novembre. Merci au Dr Sophie Carpentier, médecin des Léopards de Rouen, et au Dr Mohamed Kutné, médecin des équipes de France, pour leurs conseils et la relecture de cette présentation.